Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes ici dans le studio de Radio Sans-Chaîne avec Jean-Luc Ardité à la technique et moi au micro. Nous allons aborder notre tisane philo, vincianisme 90 ou 90, selon si on est français ou suisse, ou belge, j'en sais rien. En tout cas, je vais commencer de suite, et je commence par quelque chose qui fait peut-être un peu mal, mais ça va bien finir. Jacques Lacan, dans une formule aussi lapidaire qu'un trottoir mal éclairé, affirme « Le réel, c'est quand on se cogne ». Il ne s'agit pas là d'une métaphore anodine, mais une alerte à toute forme de confort intellectuel. Le réel, selon Lacan, n'est pas ce que l'on pense, ni ce que l'on imagine, ni même ce que l'on dit. C'est ceux qui résistent, ceux qui ne se laissent pas domestiquer par le langage ou la pensée. C'est ce mur invisible que l'on percute en croyant avancer librement, cette aspérité du monde qui ne se laisse ni prévoir ni contourner. Le réel est ce qui fait mal, ce qui interrompt, ce qui ne négocie pas. Et c'est précisément cette brutalité, cette intransigeance du réel qui fascine les philosophes tragiques. Car s'il y a une sagesse à tirer de la vie, elle ne se trouve pas dans les caresses de la pensée, mais dans les griffures de l'expérience. Clément Rosset, philosophe du réel sans phare, aurait sans doute applaudi la formule de Lacan en y ajoutant un sourire en coin, enfin quelqu'un qui parle du monde tel qu'il est. Pour Rosset, le réel est ce qui est là, sans justification, sans double, sans arrière-monde. Il n'y a pas de plan B cosmique, pas de coulisses métaphysiques où l'on pourrait se réfugier quand le monde devient trop rude. Le réel est unique, cruel et surtout indifférent. Et c'est précisément cette indifférence qui le rend tragique. Rosset nous invite à regarder le monde sans lunettes teintées, à accepter l'absurde sans chercher à le maquiller. Il n'y a pas de sens caché derrière le mur contre lequel nous nous cognons. Le mur est lui-même le sens. Et c'est dans cette acceptation radicale que naît une forme de joie, une jubilation discrète, presque ironique, face à l'inéluctable. Le rire de Rosset n'est pas celui du divertissement, mais celui du naufragé qui, ayant compris qu'il n'y aura pas de secours, décide de nager quand même. Nietzsche, lui, aurait sans doute proposé de danser après s'être cogné, car pour lui, le réel n'est pas seulement ce qui fait mal, c'est ce qui doit être affirmé. Dans sa vision dionysiaque du monde, la souffrance, la douleur, le chaos ne sont pas des défauts du réel, mais ses traits constitutifs. Le tragique nietzschéen ne consiste pas à pleurer sur le mur, mais à le célébrer. Le réel est ce qui déborde, ce qui excède, ce qui ne se laisse pas réduire à une morale ou à une logique. Et c'est précisément cette démesure qui doit être embrassée. Dire oui au réel, c'est dire oui à la vie dans sa totalité, y compris dans ses aspects les plus décevants. Nietzsche nous invite à devenir des artistes de l'existence, à transformer le choc en création, la douleur en intensité. Le philosophe tragique chez Nietzsche est un acrobate. Il tombe, il saigne, mais il recommence avec panache. Marcel Conche, plus discret, plus mélancolique, propose une sagesse tragique sans exaltation. Pour lui, le réel est ce qui échappe à toute consolation. Il n'y a pas de justice cosmique, pas de rédemption universelle, seulement une loi d'anéantissement mutuel, comme le disait Anaximandre. Les êtres naissent, se détruisent et rendent compte de leur injustice dans un cycle sans fin. Conche ne cherche pas à embellir cette réalité, mais à l'accepter avec une lucidité sereine. Sa sagesse est celle du regard clair, du consentement sans illusion. Le mur contre lequel nous nous cognons n'est pas une erreur, il est la condition même de notre existence.
Et c'est en cessant de vouloir le contourner que nous pouvons commencer à penser. Marcel Conche ne danse pas, lui il regarde. Et dans ce regard, il y a une forme de noblesse tragique, une beauté austère qui ne cherche pas à séduire, mais à dire vrai. Ainsi, le réel, dans cette perspective tragique, n'est pas ce que l'on comprend, mais ce que l'on rencontre. Il n'est pas un objet de savoir, mais une expérience de vie. Et les philosophes tragiques nous invitent à ne pas détourner le regard, à ne pas chercher d'issue, mais à faire du choc une source de lucidité. Se cogner, c'est philosopher. C'est accepter que le monde ne soit pas fait à notre mesure, que la vérité ne soit pas douce, que la vie ne soit pas juste. Et c'est dans cette acceptation qu'on a une forme de grandeur, une élégance du désespoir, une beauté sans phare ni fanfare. Le mur, dans cette vision, devient un personnage à part entière. Il est ce qui nous arrête, ce qui nous blesse, ce qui nous révèle. Il est le point de contact entre notre désir de sens et l'indifférence du monde. Et c'est en le rencontrant, en l'acceptant, en le regardant en face que nous pouvons commencer à penser autrement. Le mur ne ment pas, il ne promet rien, il est là. Et c'est peut-être cela la vérité. Ah oui, le réel, c'est quand on se cogne. Et c'est dans cette collision que naît la pensée tragique, celle qui ne cherche pas à consoler, mais à éclairer. Une pensée qui ne promet pas le bonheur, mais la clarté. Une pensée qui ne fuit pas le mur, mais qui l'habite. Et si vous vous cognez souvent, ne vous inquiétez pas, vous êtes peut-être en train de devenir encore plus vivant. Ou du moins quelqu'un qui commence à comprendre que le monde ne vous doit rien et que c'est précisément là que réside sa beauté. Mais le réel ne se contente pas de nous cogner une fois, il revient, il insiste, il se répète. Il est cette présence ténace qui ne se laisse jamais oublier trop longtemps. Et c'est peut-être là sa plus grande cruauté, il ne disparaît pas. Il ne se laisse pas congédier par une pirouette intellectuelle ou une distraction bien choisie. Il revient toujours comme un rappel brutal que le monde n'est pas un rêve, ni un projet, ni une promesse. Le réel est ce qui est là et qui ne demande pas notre avis. C'est pourquoi les philosophes tragiques ne sont pas des pessimistes. Les pessimistes espèrent encore que les choses pourraient être meilleures. Le tragique, lui, sait que les choses sont ce qu'elles sont et que c'est dans cette reconnaissance que réside la seule forme de sagesse possible. Il ne s'agit pas de désespérer, mais de cesser d'espérer à tort. Il ne s'agit pas de renoncer à vivre, mais de vivre sans illusion. Et cette posture, loin d'être froide ou cynique, est peut-être la plus humaine qui soit. Car elle nous rend attentifs à ce qui est, à ce qui existe, à ce qui ne ment pas. Albert Camus, bien qu'il ne soit pas toujours classé parmi les philosophes tragiques, partage cette sensibilité. Dans le mythe de Sisyphe, il décrit l'homme absurde comme celui qui, ayant compris que le monde ne répond pas à ses attentes, décide malgré tout de continuer à vivre, à agir et à aimer. Sisyphe, condamné à rouler son rocher éternellement, devient le symbole d'une vie sans illusion. Il ne triomphe pas du réel, mais il, lui, résiste par sa continuité et sa persévérance à ce que sa vie lui a mis à disposition. Et Camus conclut dans une phrase qui résonne comme un écho à Lacan, « Il faut imaginer Sisyphe heureux, non pas parce qu'il a vaincu le mur, mais parce qu'il a cessé de le fuir. » Cette forme de joie sans promesse est peut-être ce que les philosophes tragiques cherchent à transmettre. Elle ne se trouve pas dans les grandes théories ni dans les systèmes clos, mais dans une manière d'être au monde. Une manière de marcher en sachant que l'on va se cogner et de continuer à marcher quand même. Une manière de penser qui ne cherche pas à tout expliquer mais à tout accueillir. Une manière de vivre qui ne demande pas que le monde soit juste mais qui décide d'être juste envers le monde. Et si le réel est ce qui nous cogne, alors il est aussi ce qui nous forme parfois, il est vrai, un peu trop violemment. Car c'est dans l'épreuve que se révèle la pensée, dans l'endurance que se forge la lucidité, dans la chute que se dessine l'infini.
Le philosophe tragique ne cherche pas à éviter le choc, mais à en faire une source de clarté, comme on a dit avant. Il ne cherche pas à adoucir le monde, mais à s'endurcir sans se fermer. Il ne cherche pas à fuir, mais à rester. Et dans ce rester, il y a toute la générosité d'une pensée qui ne triche pas. Il faut dire que le réel a de la ressource. Il ne se contente pas d'être dur, il est aussi imprévisible. Il surgit là où on ne l'attend pas, dans les interstices de nos certitudes, dans les failles de nos routines. Il est ce grain de sable dans la machine, ce silence dans la conversation, cette absence dans la présence. Il est ce qui manque, ce qui déborde, ce qui dérange. Et c'est précisément cette capacité à surprendre qui le rend si précieux. Car le réel, en nous cognant, nous réveille. Il nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres du monde, mais ses hôtes provisoires. Et peut-être que la philosophie tragique est une manière de dire merci au réel. Non pas un merci joyeux, naïf, enthousiaste, mais un merci pour ne pas nous laisser dormir trop longtemps. Ce merci-là n'est pas une soumission, mais une reconnaissance. Et si vous vous cognez encore, ne vous inquiétez toujours pas. C'est le signe que nous sommes vivants, et peut-être même que nous sommes en train de penser, de vivre. Simone Weil, par exemple, ne cherche pas à fuir le réel, mais à l'habiter avec une retenue discrète et silencieuse. Elle voit dans la tragédie grecque une révélation du malheur universel, une mise à nu de la condition humaine. L'être humain chez Weil est un être écrasé par la force, mais capable de savoir vivre dans la chute une sensibilité vitale. Il ne triomphe pas, il ne gagne pas, mais il résiste. Et cette résistance, même muette, devient une forme de beauté. La grâce chez Weil n'est pas une récompense, mais une lumière qui traverse le malheur sans l'annuler. Le réel, dans sa cruauté, devient le lieu d'une possible métamorphose. Heidegger, lui, ne parle pas de grâce, mais d'angoisse ou de crainte. L'angoisse ou la crainte est pour lui le moment où le monde cesse d'être familier, où les choses perdent leur sens, où le néant se manifeste. Ce n'est pas vraiment une peur, c'est une redécouverte. L'être, soudain, se montre dans sa nudité, dans sa finitude, dans son absence de fondement. Et c'est dans cette expérience que le Dasein c'est l'être là, je dis le mot Dasein en allemand parce que c'est difficile à traduire. En attendant, on le traduit par l'être là, tout attaché, l'être-là. Il prend conscience de lui-même. Il ne s'agit pas de panique, mais de lucidité. L'angoisse est le prix à payer pour penser vraiment, et le réel, dans cette perspective, n'est pas un objet, mais une ouverture, une clairière où l'être se laisse entrevoir. Jean-Luc Nancy, quant à lui, insiste sur le fait que nous ne sommes jamais seuls face au réel. L'être est toujours être avec. Le réel se donne dans la relation, dans le partage, dans l'exposition à l'autre. L'inquiétude n'est pas seulement individuelle, elle est aussi celle du lien, de la communauté, de la fragilité du vivre ensemble. Le choc du réel ici devient une expérience commune, une mise en commun de la vulnérabilité. Et c'est dans cette exposition que se joue la vérité de l'existence. Mais le réel ne date pas d'hier. Héraclite déjà affirmait que tout coule, que rien ne demeure, que le monde est un flux perpétuel. Le réel est mouvement, tension, conflit. Il n'est jamais stable, jamais figé. Et c'est dans cette instabilité que se manifeste le logos, la raison du monde obscur et difficile à saisir. Ainsi, à travers ces penseurs, le réel apparaît comme une expérience limite, une épreuve, une confidence, une initiation. Il n'est pas ce que l'on possède, mais ce qui nous traverse. Il ne se laisse pas domestiquer, mais il nous donne un gîte provisoire. Il est ce mur contre lequel nous nous cognons encore et encore, et qui finit par nous apprendre à marcher autrement. Nous ne devrions pas chercher à réparer le mur, mais à le comprendre. Si nous nous cognons encore, c'est le signe que nous sommes vivants, et peut-être même que nous sommes en train de penser. Vous êtes sur Radio Sanchen.
radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.